En pleine saison des budgets, cette première table ronde va aborder divers enjeux tels que les impacts des politiques en place sur le coût de la vie, l'adéquation des mesures aux nombreuses disparités dont on a parlé ce matin, les conséquences de la hausse des prix sur les budgets gouvernementaux et les effets possibles de ces mesures sur les inégalités. Afin de vous présenter les panélistes de cette première table ronde, j'inviterai Nathalie Gay, directrice de l'Observatoire québécois des inégalités, à prendre la parole. Merci Nathalie. Alors là, on est dans un format un peu différent de ce qu'on avait ce matin, un format un peu plus table ronde, où nos invités vont prendre la parole pendant quelques minutes, répondre à des questions, ce qui va nous donner un format un peu plus interactif. Donc, comme vous le savez, le budget du Québec a été présenté le 21 mars, celui du fédéral le 28 mars dernier. Donc, au cours de la prochaine heure, nos invités vont nous dire si les problèmes qu'on a évoqués dans la première partie de la journée et les pistes qui ont déjà été identifiées ont trouvé un écho dans les mesures budgétaires. C'est évidemment plus ça que l'ensemble des mesures gouvernementales sur lesquelles on va s'attarder maintenant. On va se demander aussi si d'autres mesures auraient pu être mises en place afin de mieux accompagner les personnes en situation de vulnérabilité. On va aborder les outils d'intervention dont dispose l'État pour freiner l'inflation et protéger les personnes plus vulnérables. Et par la suite, nous aurons encore une fois une période de 30 minutes. Donc, Édith Saint-Hilaire, bonjour. Donc, vous êtes directrice d'Espace Finance, qui était auparavant l'Association coopérative d'économie familiale Rive-Sud de Québec. Vous avez cofondé l'organisme en 1987 et vous y travaillez depuis. Et jusqu'en 2009, vous étiez conseillère budgétaire, vous étiez impliquée dans le développement de l'organisation. Et c'est ce qui a fait en sorte que vous en êtes devenue la directrice et l'organisation s'appelle maintenant Espace Finance. Donc, vous offrez une variété de services pour favoriser le bien-être des consommateurs et des locataires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les personnes qui utilisent vos services et les services qui sont les plus utilisés? Oui, bien, d'emblée, en fait, je vous dirais que les personnes qui viennent nous voir, ce sont des personnes qui sont tous significativement impactés par le coût de la vie et l'inflation qu'on vit actuellement. Donc, les personnes à modeste et à moyen revenu. Avec ou sans emploi. Donc, c'est des gens qui ont des budgets serrés et qui veulent savoir, ou en tout cas être aidés là, pour que ça aille mieux finalement du côté budgétaire. Les services, en fait, qui, je dirais, sont le plus en vogue dans cette période-là, notamment les services d'intervention budgétaire. Alors, c'est des personnes dont, justement, le stress financier est assez important. Ces temps-ci, on en a parlé ce matin, que ça touchait plein de monde. C'était soit souvent pour un changement dans un événement de vie, une séparation, une perte de revenus, la maladie également. Alors, on comprendra qu'en plus, avec l'inflation, ça ajoute une couche de plus là, sur les difficultés financières. Fait qu'ils viennent nous voir pour qu'on regarde leur budget, mesurer l'impact aussi là, des dépenses, s'ajuster. Des gens qui se retrouvent surendettés. Je fais un clin d'œil à ma collègue de la CEF Québec qui disait ce matin, on n'a pas parlé d'endettement, on va en parler cet après-midi. Et aussi, je dirais, l'autre service qui est en lien beaucoup avec ce qu'on a parlé également amplement ce matin, notre service d'aide, d'information et de recherche de logement. Alors, on soutient les gens, justement, qui veulent défendre leurs droits, qui veulent également défendre leurs droits et qui cherchent souvent de façon très, très, très active un logement et qui n'en trouvent pas. Alors, c'est pas mal les services là, qui sont les plus en demande présentement. Merci beaucoup. Julien Laflamme, vous avez été engagé dans plusieurs causes avant de faire vos débuts à la Confédération des syndicats nationaux, d'abord comme conseiller syndical et économiste, et vous avez été nommé coordonnateur du service de la recherche et de la condition féminine de la CSN. Donc, vous vous intéressez à l'emploi, à la protection sociale, les inégalités sociales et les politiques de développement économique plus précisément. Donc, on comprend très bien que
la question du coût de la vie intéresse particulièrement les organisations syndicales dans le cadre, entre autres, des négociations de conventions collectives, mais vous faites aussi des interventions plus générales face au gouvernement sur la question du coût de la vie. Donc, vous pouvez nous en parler un peu, peut-être? Bien, oui, tout à fait. Mais comme tu as dit, Nathalie, évidemment, la négociation collective, c'est au cœur de notre action, puis on pourra en reparler peut-être un peu plus tard. Mais sur le plan politique, évidemment, on est également en action sur plusieurs fronts. Un exemple, on vient de lancer récemment une campagne de mobilisation avec nos syndicats affiliés dans le réseau de la santé et des services sociaux qui s'intitule Vraiment public pour tenter de déprivatiser, décentraliser et démocratiser le réseau de la santé. Mais on interpelle également aussi les gouvernements, les ordres de gouvernement sur la question des finances publiques et des mesures de fiscalité qui touchent la question du coût de la vie et puis de la question là, qui nous est adressée présentement, savoir si les mesures gouvernementales, est-ce qu'elles sont à la hauteur. Et on essaie de présenter une vision critique des mesures fiscales, mais aussi de la vision globale que le gouvernement a présentement des finances publiques. Présentement, je dirais qu'en fait, on a marqué notre désaccord récemment avec le dernier budget du gouvernement du Québec qui, pour nous, puis peut-être je laisserai Pierre-Antoine discuter de certaines mesures qui ont touché plus spécifiquement l'inflation, mais je pense que c'est bien de cadrer ces mesures spécifiques-là sur le coût de la vie dans le contexte global de la vision des finances publiques du gouvernement. Puis il y a deux éléments dans le dernier budget qui pour nous, accrochent. Premièrement, la question des baisses d'impôts. Donc, le gouvernement, c'est une promesse électorale, a baissé les 2 premiers paliers d'imposition et c'est 2 milliards de dollars ou presque là, qui vont se priver par année. Et puis, la deuxième mesure, c'est le fait de reconduire pour 15 ans des objectifs de réduction de la dette. Donc, pour ceux qui le savent, le Québec est un des seuls États qui se donne une politique de prendre à même ses revenus courants de l'argent pour rembourser sa dette. On le fait depuis 2006 en faisant des versements au Fonds des générations. Et c'est de 2,4 à 2,8 milliards de dollars qu'on décide de prendre des revenus autonomes du gouvernement et de les attribuer au remboursement de la dette au lieu de l'attribuer là, aux dépenses pour les services publics et les programmes sociaux. Donc, je m'arrêterai peut-être là-dessus, puis on aura le temps de parler des mesures plus spécifiques par la suite. Tout à fait. Pierre-Antoine Harvey, donc vous êtes aussi économiste au service des négociations de la Centrale des syndicats du Québec et vous êtes actif dans différentes coalitions intersyndicales et groupes sociaux et vous participez aux travaux de la table centrale concernant les enjeux salariaux dans le cadre des négociations du secteur public. Vous vous intéressez à la fiscalité, aux finances publiques, à l'évolution des conditions de travail ainsi qu'aux effets de l'inflation sur les conditions de vie. Et en complément à votre travail syndical, vous êtes également chercheur associé à l'IRIS. Donc, peut-être en guise d'introduction, nous dire c'est quoi les principaux éléments qui vous intéressent quand vous analysez les budgets. C'est une question vaste. C'est clair que de ces temps-ci, 2 éléments, en fait, on est passé d'une crise à l'autre. Et là, malheureusement, peut-être qu'on s'en va vers une autre crise, mais passer de la COVID qui est venue déstabiliser et la société, l'économie, mais aussi les finances publiques. L'inflation qui est surtout un impact au niveau de la population là, et autant pour les personnes avec de faibles moyens. On en a parlé aussi, ça a venu toucher jusqu'à la classe moyenne. Le principal gagnant, on a parlé de la variflation, les entreprises qui faisaient des profits importants. Il faut voir que la particularité du gouvernement, c'est que lui, ses revenus sont tirés à même l'économie. Donc, quand l'inflation augmente, les prix augmentent, bien, les revenus du gouvernement ont augmenté aussi. Donc, le Québec se sort de la crise de l'inflation aura permis au gouvernement du Québec de se sortir de la crise de la COVID. Et il aura fait des choix, et Julien en a parlé, il va avoir fait des choix qui, malheureusement, vont peut-être le replonger dans une prochaine crise des finances publiques, puisque la lutte à l'inflation que la Banque du Canada mène actuellement, elle aura pour conséquence, on a fait le choix, c'est plus important de mater la hausse des prix que de préserver une économie dynamique. Bien, peut-être qu'on va tomber en ralentissement économique. Moi, je ne crois pas à la récession, mais on voit, du moins, l'économie est beaucoup moins vigoureuse en ce moment. Donc, c'est de voir comment le gouvernement réfléchit à
au-delà des 7 prochains mois ou même des 7 ans, ça serait beaucoup pour les politiciens. On parlait ce matin de 7 générations. Donc, le gouvernement réfléchit rarement plus que 3-4 ans. Donc, comment il se place pour ces éléments-là? Et on verra, là, je pourrais revenir tout à l'heure aux différentes mesures. Il y a eu presque uniquement des réactions à court terme en termes de supplément de revenus par rapport à la crise de l'inflation. Et ça, il faut être clair, l'inflation, on en parle là, quand ça nous frappe, et on parlait de 6,7 %. L'inflation, ça mesure la pente des prix. Donc, quand l'inflation est à 6,7 %, ça veut dire qu'on grimpe, puis c'est à pic. Quand l'inflation, si jamais l'inflation retombe à 2 % ou à 0, ça veut dire que la pente n'est plus là. Mais on n'est pas redescendu, on a encore la hausse des prix d'accumuler deux dernières années. Elle est encore là et on la subit encore. Donc, dans ce cadre-là, il faut que les mesures qu'on met en place soient durables. Et on pourra voir, là, la plupart des mesures qui ont été mises en place ne le sont pas. Et la dernière, c'est Viviane qui en parlait ce matin, la dernière qui l'a mis comme lutte à l'inflation ou donner de l'argent dans nos poches, c'est la baisse d'impôts. Et malheureusement, elle est extrêmement mal ciblée. Merci beaucoup. Luc Bézil, vous êtes économiste principal à l'Institut du Québec depuis 2021. Auparavant, on a des petits problèmes à se voir. Là, on pourrait peut-être reculer un peu, Julien. Vous avez œuvré pendant une décennie comme chercheur en économie à l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement. Vous détenez un baccalauréat en économie agricole de l'Université McGill, une maîtrise en économie appliquée de HEC Montréal. Alors, bravo pour tout cela. Donc, expliquez-nous de quelle façon l'Institut du Québec s'intéresse aux finances publiques. Donc, on a eu deux autres, disons, visions différentes là, sur l'examen des budgets, si on veut. Quels sont les paramètres là, qui guident votre analyse? Bon, ben voilà. L'Institut du Québec, au départ, je vous dirais, on est une organisation on réalise des études sur les politiques publiques dans l'ensemble, mais avec un intérêt particulier sur les finances publiques, le marché du travail et de plus en plus les questions environnementales, énergétiques, donc le développement durable. Sur les finances publiques, l'exercice qu'on fait annuellement, chaque année, au départ, c'est qu'on fait des projections à long terme. On ne les fait pas nous-mêmes, on travaille avec des projections à long terme qui nous viennent du Conference Board, avec qui on travaille souvent. Et ça nous permet de porter un regard sur les finances publiques davantage, je dirais, à l'échelle macro ou dans l'ensemble, plutôt que quels sont les impacts de telle ou telle mesure fiscale. Alors nous, on est plus à regarder les projections à long terme sur les fondamentaux comme l'endettement, le fonds des générations et tout ça. Alors, on travaille beaucoup comme ça, d'une année à l'autre. Et on soumet aussi un mémoire prébudgétaire. On participe toujours à l'exercice annuel des mémoires prébudgétaires. Et cette année, par rapport au budget en cours, pour donner un aperçu, mais on va en reparler tantôt, évidemment, les baisses d'impôts, ça a été le sujet dont tout le monde a parlé. Et ce qu'on a dit, là, en gros, puis on y reviendra, mais ce qu'on disait, ça s'est basé surtout sur un critère de comparaison du Québec avec les autres provinces, avec les provinces canadiennes, donc, en termes de niveau d'imposition. Mais ce n'était pas le seul critère à considérer. Et nous, on a voulu mettre en lumière dans notre mémoire le fait qu'on avait pris dans les versements au fonds des générations, mais sans savoir c'était quoi notre cible à moyen et long terme. Qu'est-ce qu'on fait avec le fonds des générations? Et là, on a décidé d'y aller avec des baisses d'impôts, alors qu'on est vraiment à un moment charnière en termes de gestion des finances publiques, parce que quand on regarde nos deux lois budgétaires principales, la loi sur l'équilibre qui remonte à plus de 25 ans, la loi sur le fonds des générations à plus de 15 ans, on trouvait qu'on était rendu à un bon moment pour prendre un temps d'arrêt pour se dire, OK, on a atteint nos cibles d'endettement, en tout cas qui étaient visées par ces lois-là. Et avant de décider comme ça d'une baisse d'impôt qui justifie peut-être sur ce critère-là de se comparer aux autres provinces sur le niveau d'imposition, mais il aurait fallu aussi regarder les autres critères. Alors, c'est le regard qu'on a porté là-dessus. Et de plus en plus, je vais terminer là-dessus, on veut aussi, je dirais, croiser des thèmes avec les finances publiques. L'an passé, on a publié une étude sur comment notre processus budgétaire intègre le risque climatique, le facteur climatique dans la gestion des finances publiques. Donc, est-ce que notre processus budgétaire tient compte des risques climatiques? Peu, mais on pourrait y revenir.
Mais on croise aussi les thèmes comme ça avec les finances publiques. Merci, merci, merci. Question est claire cette fois-ci parce que les réponses étaient quand même assez bien développées. Donc, en un mot, comment, Édith, vous qualifiez le budget du Québec pour agir face au coût de la vie? Un mot. Un mot inquiétant. Inquiétant. Julien? Irresponsable. Irresponsable. Pierre-Antoine? Mal ciblé. C'était 2 mots, ça. Luc? J'en reviens à l'idée de Pierre-Antoine. Je crois que j'aurais dit partiel dans le sens que ça manque. C'est plus que 2, là. On va arrêter l'inflation tout de suite, s'il vous plaît. Alors, le budget fédéral, Édith? Timide. Timide. Julien? Incomplet. Incomplet. Pierre-Antoine? Luc? Vous n'avez pas lu les questions à l'avance. Ah. Pensez-y, vous nous reviendrez là-dessus. Donc, pour essayer de systématiser ma pensée et la discussion, en fait, de faire une recension de l'ensemble des mesures qui ont été mises en place dans les 3 dernières années pour supposément répondre à la crise de la hausse des prix. Quand on regarde les 2 gouvernements, il y a été premièrement des mesures de supplément de revenus, parce que quand on sait, quand les prix augmentent, bien, il nous faut plus de revenus pour payer le même panier de consommation. Donc, on aura un tableau plus complet, mais globalement, il y a eu 2 types de suppléments du Fonds du crédit de solidarité, un premier en 2021. Cette année, une des seules mesures durables que le gouvernement a mis en place, c'est une bonification du crédit de solidarité autour de 78 $ au maximum. C'est particulièrement crédit logement. Donc, le gouvernement, il n'investit pas dans le logement social. Là, il va nous donner des petites subventions et qui risquent d'avoir pour impact de faire augmenter les loyers plus. Mais c'est un autre débat. Bonification du soutien aux aînés à 2 reprises, donc une bonification importante l'année dernière. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Ça s'adresse aux personnes qui ont plus que 70 ans. Bonification temporaire de l'aide financière aux études, donc pour les prêts et bourses des étudiants, étudiantes enseignement supérieur, on peut prendre en compte plus de dépenses parce que le coût de la vie a augmenté, ce qui fait qu'on aura des prêts et bourses plus élevés, mais ça veut dire qu'on a des dettes plus élevées en sortant de l'école, mais au moins, on aura pu faire l'épicerie pendant ce temps-là. Les fameux 2 montants ponctuels, ça, c'est les chèques à Legault. Donc, 500 $ un premier, 600 ou 400 $ les dernières. Ça, c'était l'année dernière. Ça, c'était l'année passée pour 2022. Ce qu'on nous annonce cette année, la grande annonce, c'est la baisse d'impôts qui va de 30 $, même pas quand on gagne 20 000 $ par année, à peu près 350 quand on gagne 50 000 par année. Et si vous gagnez 100 000 et plus, on est à 810 $ de rabais d'impôts pour ces gens-là. Chose qui était déjà prévue, qui n'a pas été faite, puis ça tombait bien que c'était déjà prévu parce qu'on en avait besoin enfin, c'est le fait que nos régimes fiscaux et nos programmes sociaux sont automatiquement indexés au coût de la vie. Un an en retard, mais quand même, c'est mieux que rien. Ils sont indexés, ce qui fait que table d'impôt, crédit remboursable, mais surtout, dans notre cas, c'est pas la panacée, mais l'aide sociale, le RRQ, les pensions d'IAS sont aussi indexées au coût de la vie. Donc ça, je dirais que d'un point de vue, c'est pas assez, mais c'est quand même extraordinaire. Il y a 2 provinces au Canada où il y a une indexation automatique de ces revenus-là. Le gros problème, c'est qu'ils ne sont pas assez élevés à la base. Donc, tu as beau rajouter 6,7 % du 9 000 de l'aide sociale, tu es toujours dans la M. Mais au moins, chez nous, ça a suivi, donc il faut au moins reconnaître ça. Juste pour... Dans l'étude qu'on a faite cet automne, les épiceries et les données mises à jour, le surprofit du commerce de détail d'alimentation, en 2022, on parle de 4 milliards de dollars de profit de plus que la moyenne des 5 années avant la pandémie. Donc, quand on se pose des questions sur les prix de notre panier d'épicerie, il y a une partie de la réponse qui était là, comme disait Maïka ce matin. Mesure de réduction de prix, le gouvernement peut agir. Il ne peut pas agir sur les prix, sauf s'il se met à contrôler les prix, et ça soulève des débats. Mais il y a des prix qu'il contrôle directement, c'est les tarifs de nos services publics. Il a eu la bonne idée de les plafonner, donc l'indexation des tarifs, à 3 %. Quant à moi, il aurait pu les geler pendant quelques années,
comme je dis, lui, il nage dans l'argent grâce à l'inflation. Il aurait pu nous en redonner comme ça. Mais Hydro-Québec, frais de garde, université, permis d'immigration ont été gelés à 3 %. Et bonification de l'allocation au logement, comme je vous disais, le gouvernement préfère, dans sa tête, il est mieux d'envoyer de l'argent dans les ménages et il se dit que ça va permettre de réduire la crise du logement, ce qui ne fonctionne pas, on s'en doute. Et Ottawa a fait passer son programme de service de garde national. Ils se sont inspirés du Québec. Sur plein d'éléments, ça va mieux au Québec qu'ailleurs. Et les services de garde subventionnés, c'en est un. Donc là, le reste du Canada s'est inspiré de nous. Le gouvernement présente ça comme une mesure de lutte à l'inflation parce que ça va réduire les coûts des services de garde et bonification aussi de l'aide au logement. On reviendra après ça sur ce qu'il n'a pas fait. Parfait. Excellent. Julien? Bien, je vais y aller rapidement sur la politique monétaire. C'est le petit bout que je voulais faire. Ça a été le principal outil pour ramener l'inflation à des taux plus faibles. Ce qu'on a assisté, c'est une hausse du taux directeur qui était de 0,25 % à 4,5 %. C'est en à peu près une dizaine de mois, si ma mémoire est bonne. C'est la hausse la plus rapide que la Banque du Canada a jamais faite. Bien sûr, dans les années 80, c'était monté de manière plus importante, mais sur une beaucoup plus longue période. Et bon, ça réduit effectivement l'inflation, puis on commence à le constater, même si on ne le voit pas dans le prix des aliments. Il y a plein d'autres types de biens et services pour lesquels ça commence à avoir un effet réel. Mais le problème, c'est que cette stratégie-là, en fait, c'est de créer du chômage. On augmente le coût de l'endettement, on resserre le crédit sur le marché du crédit et on resserre les finances des ménages qui sont les plus endettés et qui ont des choix budgétaires à faire après ça. Donc, il y a un risque important que le remède là, ait des impacts négatifs forts. Et malheureusement, puis on ne sait pas encore si on va être en récession ou pas d'ici la fin de 2023, mais le problème, c'est que ces mesures-là, la hausse des taux directeurs, ça prend environ de 12 à 24 mois avant qu'on ressente le plein effet de ces mesures-là dans l'activité économique. Donc, je vous dirais que le pire est passé en termes d'inflation, parce que ça commence à ralentir, mais en termes de perspective économique, d'activité économique, le pire est probablement devant nous. Merci. Edith, vous pouvez nous résumer peut-être certaines des mesures qui concernent plus particulièrement le logement? Ça devrait aller assez rapidement, finalement. Tantôt, je vous disais que le budget provincial, je me disais, c'est inquiétant parce qu'on se demande justement si le gouvernement prend la réelle mesure de l'impact humain qu'il y a derrière les mesures. Puis vous allez voir, je trouve qu'il y a une distorsion aussi entre le préambule qui annonçait les mesures et les chiffres eux-mêmes. Puis je vais juste vous lire quelques éléments, là, ça va peut-être vous faire rire d'ailleurs. On dit, ça c'était le préambule avant justement les mesures qui annonçaient en logement. On dit, le gouvernement du Québec reconnaît l'importance pour un ménage d'avoir accès à un logement de qualité et abordable. La hausse du coût des loyers et les faibles taux d'inoccupation pour les logements locatifs privés observés au cours des dernières années ont pour conséquence de rendre plus difficile la recherche de logements abordables. Par ailleurs, des investissements sont nécessaires afin de maintenir le parc de logements actuel en bon état. Ces investissements doivent être réalisés afin de ne pas réduire l'offre de logements de qualité abordable. Et on l'a entendu ce matin, les mesures du côté du logement ne sont pas suffisantes. Grosso modo, on dit, puis 633 millions sur 6 ans, ce qui fait à peu près 100 millions de dollars par année. Ça paraît quand même, hein, on parle de millions de dollars, là, ça peut paraître impressionnant, mais c'est encore très loin des besoins, comme on le disait tantôt, de ce qu'on a besoin. On l'a dit tout l'avant-midi. Et du côté du logement social et communautaire, plus particulièrement, il n'y a presque pas eu d'injection. Tout l'argent qu'on va injecter, c'est pour permettre la réalisation des unités de logement qui étaient déjà prévues. Alors, donc, tout ça pour dire que ce n'est pas des mesures du côté du logement qui sont satisfaisantes puis qui vont sortir les gens, justement, là, de cette crise-là.
Oui, fort malheureusement. Luc, à vous, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui pourraient ou qui ont eu déjà au cours de la dernière année un impact sur le coût de la vie que vous voulez ramener, là, que ce soit là, des mesures plus au niveau de l'environnement, de l'énergie, ce genre de choses-là? Oui, bien, au départ, oui, je vais en parler des éléments environnement et énergie, mais au départ, je voudrais peut-être amener une donnée qui est sortie la semaine passée. Alors, une statistique qui a été publiée par l'Institut de la statistique, qui est le compte des ménages qu'on appelle, et qui donne une donnée intéressante sur... et c'est agrégé, ce n'est pas à l'échelle des individus, c'est vraiment agrégé. Donc, ça nous donne de l'information sur ce qui est appelé l'épargne et le taux d'épargne. Ce n'est pas réellement un taux d'épargne des individus, ça mesure plus la liquidité qu'il y a dans le système. Alors, ce qu'on fait, c'est plus un excédent des revenus disponibles par rapport aux dépenses de consommation. Au lendemain de la pandémie, ce taux d'épargne avait vraiment atteint des sommets parce que les gens étaient confinés, mais il y en a beaucoup qui continuaient à travailler. Donc, il y a eu beaucoup quand même de dépenses en moins alors que les revenus étaient maintenus pour plusieurs. Et en plus, il y avait des interventions de l'État pour aider les ménages, évidemment. Et graduellement, ça s'est mis à baisser. Dans le dernier trimestre rapporté, au Québec, ça avait baissé. Ce taux-là, pour information, c'est 5-6 en moyenne. Dans les années pré-pandémie, c'était 5-6 donc l'excédent là, entre le revenu disponible et les dépenses de consommation par rapport au revenu disponible. On avait monté à 28-30 au lendemain de la pandémie. On redescendait. On avait atteint moins de 10 au dernier trimestre, avec les chèques, si on peut les appeler comme ça, ou les paiements ponctuels, ça a monté à 14 Alors, tout ça pour dire que ces mesures-là injectent beaucoup de liquidités, ça vient alimenter l'inflation, et on sait que l'inflation touche plus particulièrement les ménages à faible revenu, alors que ces aides-là ont été vraiment saupoudrées, n'ont pas été ciblées vers les ménages. Alors, ça devient un peu une roue ou un cercle vicieux. Alors, ça, c'est d'une part, là, il y a ça à garder à l'esprit, que ces interventions-là, dans les dernières années, n'ont pas été assez ciblées. Elles ont pu alimenter l'inflation. Et quand on dit alimenter l'inflation, ça ne veut pas dire faire passer l'inflation de 5 à 5,5 ou 5,5 à 6 C'est que ça peut retarder la période où l'inflation est élevée, où la Banque centrale maintient ses taux d'intérêt élevés. Ça, c'est d'une part. Par rapport à l'environnement et l'énergie, quelques mesures que j'ai retenues. Donc, plafonnement des tarifs. Pierre-Antoine en a parlé, plafonnement des tarifs à Hydro-Québec. Évidemment, dans un contexte où on le regarde de la lorgnette du coût de la vie, on préfère que ce soit plafonné. Mais si on le regarde de la lorgnette de l'efficacité énergétique, je pense qu'il va falloir avoir une réflexion au Québec sur les tarifs d'hydroélectricité qui sont quand même parmi les plus faibles en Amérique du Nord. Alors, dans un contexte d'efficacité énergétique, ça va être à réfléchir. Ce qu'il y a eu, non pas dans le dernier budget, mais le précédent, mais dans le dernier, il n'y a pas eu de correction. Le crédit à l'achat des véhicules électriques avait été abaissé, il n'a pas été replacé. Donc, dans le contexte du plan pour une économie verte avec l'électrification des transports, on ne va pas très vite là-dessus. Nos cibles de réduction des gaz à effet de serre, on vient de compromettre ça. Et j'avais noté autre chose. Bien évidemment, notre politique, le plan pour une économie verte, la politique cadre sur la lutte et l'adaptation au changement climatique, ça vise beaucoup l'électrification des transports. Mais évidemment, quand on pense aux ménages à faible revenu, les ménages plus démunis, l'option du transport individuel, l'automobile, se présente beaucoup moins. Alors, il faudrait regarder les mesures du côté des bâtiments, le transport collectif. Et là-dessus, il faut dire que nos politiques ne se démarquent pas tellement. L'autre aspect où elle ne se démarque pas, c'est sur l'adaptation. Parce qu'il y a la lutte au changement climatique où on cherche à réduire nos émissions, mais il y a l'adaptation au changement climatique où là, notre politique ne met pas beaucoup d'efforts ou de fonds publics. Merci. Ce matin, on a commencé à parler d'endettement. On a eu quelques interventions par rapport à cette question-là. Est-ce que, du point de vue des clientèles que vous desservez, est-ce que c'est une inquiétude qui commence à se propager? Est-ce que vous voyez la situation vraiment évoluer sur le terrain?
Oui, ben en fait, on voit l'impact justement du coût de la vie. Les gens vont s'endetter davantage. J'ai fait un petit calcul rapide. On parlait tantôt de l'augmentation de certaines prestations. Par exemple, au provincial, pour une personne seule, le dernier budget, il augmentait d'à peu près 78 $ par année le crédit de solidarité. Fait que ça fait autour de 6,5 piastres par mois. Celui du fédéral, on se ramène à peu près à un 20 piastres par mois, toujours pour une personne seule. On comprend qu'avec 26,50 par mois de plus, les gens ont différents endroits pour investir cet argent-là. Tu sais, ça va être l'augmentation de l'épicerie, ça va être l'augmentation des coûts de loyer, ça va être également... puis quand on parle de logement, il faut aussi regarder justement ce qui va autour, l'électricité. Alors c'est pas avec ce petit montant-là, finalement, que souvent les gens vont s'en sortir. Et justement, dans nos organisations, ce qu'on voit, c'est des gens qui consultent parce que le stress financier augmente de plus en plus parce que, justement, on l'a dit ce matin, la question du budget, l'alimentation, les transports, dans un budget personnel, c'est les 3 principales dépenses, finalement, de ménage. Alors, quand tout ça augmente, c'est sûr que la pression se fait sur les ménages. Et, oui, souvent, les gens, pour maintenir d'une certaine façon leur pouvoir d'achat, vont recourir au crédit. Et à ce moment-là, souvent vont s'endetter progressivement sur les cartes, sur les marges. Puis on sait que c'est quand même assez facile d'avoir ces outils-là de crédit. Chose aussi qui peut-être touche davantage les clientèles plus vulnérables, le crédit rapide et coûteux. Donc, on parle du crédit là, à 40-50 % de taux d'intérêt. On voit que de ce temps-ci, ce crédit-là est plus en vogue. En plus, on peut l'obtenir en ligne, donc c'est facile d'aller s'endetter avec ces crédits-là. J'ai en tête, en fait, puis j'ai le goût de vous parler d'une personne qui est venue nous voir pour mettre un peu un exemple et un visage humain sur ce stress financier-là. Une dame, en fait, 58 ans, qui travaille comme caissière, finalement, dans une épicerie. Elle a eu, au cours des 2 dernières années, elle a vécu du chômage, elle a eu des changements d'emploi également. Donc, ce qui fait que, oui, elle a utilisé ses cartes pour ne serait-ce que même pas maintenir son rythme de vie, mais payer son loyer, payer son épicerie et tout ça. Elle se retrouve dans nos bureaux en disant, écoutez, là, j'arrive plus. Qu'est-ce que je peux faire? Les gens, elle vient chercher, est-ce qu'il y aurait des programmes qui pourraient m'aider? Est-ce que c'est quoi les solutions qui s'offrent à moi? Donc, un endettement de 45 000 $, on dirait, c'est pas si important, mais pour quelqu'un qui travaille au salaire minimum, c'est quand même imposant. Et là-dessus, il y a la moitié de sa dette. Il y a quelques années, elle était retournée aux études pour améliorer son sort, mais finalement, elle est encore avec une dette étudiante, à peu près la moitié, finalement, de son endettement. Et elle nous arrive en disant, qu'est-ce que je peux faire? Alors, finalement, ça s'est soldé pour elle. Elle a consolidé ses cartes de crédit avec un prêt. Mais elle doit aussi continuer à couper dans ses dépenses parce que ça ne veut pas dire que si tu élimines tes cartes ou tu as toujours un prêt à payer comme tel. Ce qui fait que cette personne-là, elle se retrouve encore sur la corde raide de son budget à maintenir un équilibre précaire parce qu'elle vit en région. Pour aller travailler, elle a besoin de son automobile. Alors, le moindre pépin, finalement, va faire en sorte que cette personne-là va peut-être se retrouver à devoir encore couper et peut-être pire, finalement, devoir éventuellement aller en faillite. Alors, c'est des situations qu'on voit, puis qu'on se dit, on voudrait tellement les aider plus, ces gens-là. Puis il y a souvent beaucoup de nos dossiers qui se résument à dire aux gens, écoutez, faites un budget, voyez comment vous pouvez réorganiser vos dépenses. Mais nous, comme intervenants, on voudrait tellement, des fois, faire plus pour eux.
Et on n'est pas en mesure, finalement, là, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'aide. Là. C'est ça, justement. Donc, si on se penche maintenant sur les mesures qui auraient pu être mises en place pour mieux aider cette dame dont vous parlez et tant d'autres qui ont du mal à faire face à la hausse du coût de la vie. Pierre-Antoine, je vais vous laisser l'occasion de ressortir le tableau et de nous montrer ça. Merci. Si on peut mettre des diapos. Ce qu'on constatait, là, je rendrai disponible là, parce qu'à la fin, il y a des calculs. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, l'aide, les 2 montants forfaitaires de l'année dernière ont donné un coup de pouce qui était quand même assez significatif pour les personnes à l'aide sociale, pour les personnes au salaire minimum. Mais ce qu'on constate, c'est que dès cette année, bien, ils baissent de revenus réels dans la plupart des cas, parce que ce 1000 $-là, ce 1100 $-là disparaît, puis est remplacé très imparfaitement, et pas du tout même pour les gens à l'aide sociale, par une baisse d'impôts. Donc, on a un problème. Là, les mesures mises en place ne sont pas durables dans le temps. Alors, ça, c'est un problème. Qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire pour arranger ça? Je n'irai pas, je suis quand même un syndicaliste, fait vous dire, bien, la mesure principale, quand il y a une augmentation du coût de la vie, tu augmentes les revenus des gens. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher le midi à 14 heures. Tu donnes des augmentations de salaire qui sont minimalement à l'inflation. Tu ajustes les revenus de retraite minimalement à l'inflation. Tu ajustes les revenus, les bénéfices sociaux minimalement à l'inflation, mais il faut plus parce qu'on a des revendications qui sont déjà pas assez élevées. Donc ça, le gouvernement ne l'a pas fait. Et dans ses annonces, là, il ne l'offre pas. Exception notable, et ça, il faut le dire encore une fois, le salaire minimum a été augmenté plus que l'inflation. Mais encore une fois, ce n'est pas assez parce qu'il est trop bas. Donc, l'augmentation est peut-être intéressante, mais on part de trop bas pour arriver encore trop bas. Mais quand même, en termes de strict d'économistes, ils ont gagné du pouvoir d'achat, mais ce n'est pas suffisant. Mesure de réduction de prix, bien là, on en a parlé. Puis ça, c'est O'Neill, il a dit ce matin, j'ai pris en note, c'est comme si on ne connaissait pas les solutions. Moi, j'ai l'impression que les solutions, on les connaît. C'est juste qu'on ne veut pas les mettre en place. Et peut-être que le « on » n'est pas les gens qui sont ici, mais politiquement, on ne les met pas en place. C'est ça, sur le logement social. C'est 20 % en moyenne, là, dans l'ensemble de la population, c'est 20 % des dépenses qui vont au logement. Pour les personnes les plus pauvres, c'est autour de 30, des fois 40 %. Si tu mets du logement social, ça va, oui, ça tire le prix du logement vers le bas. Ces gens-là qui sont en compétition avec les logements abordables, bien, là, on leur donne du logement social. Donc, ça met une pression à la baisse sur l'ensemble des loyers. Et ça, donc, c'est important et c'est une solution pas trop compliquée. Il faut juste avoir la volonté politique. Contrôle des prix. On va avoir le débat sur l'énergie. On ne l'a pas fait au Québec, mais en Europe, en Alberta, on a coupé les taxes sur l'essence. On a subventionné le prix du gaz en Europe. Est-ce que c'est une bonne solution? Oui, à court terme, mais à long terme, comme tu dis, c'est une très mauvaise solution parce que dans le cas-ci, l'inflation était surtout sur l'énergie, surtout sur le pétrole et l'essence. Donc, c'était l'occasion d'inciter à la transition en donnant plus d'offres de transport en commun, en réduisant les prix. Puis pour ce qui est, on en a parlé déjà de la variation, là, pour ce qui est des marchés d'alimentation, tout ce qui a été fait, là, c'est une commission d'enquête. Changement de comportement. Hein? Une crise, c'est aussi une opportunité de faire des changements. Et on avait une belle opportunité d'aider des changements de comportement, particulièrement au niveau du transport. Et là-dessus, le gouvernement aussi, vraiment, là, fait pitié. Si on regarde les investissements en transport en commun, donc ça aurait été une belle occasion. Et aussi, programme d'aide pour d'autres changements de comportement. On faisait la blague sur le fait que les gens allaient dire « je vais devenir végétarien à cause que la viande coûte trop ». Bien, dans un contexte de changement climatique, il faut s'attendre à ce que la viande et les produits transformés continuent d'augmenter. Et on le sait, la viande est elle-même une des causes des changements climatiques. Donc, sans dire tout le monde devient vegan, tout le monde devient végétarien, je pense qu'il faut des programmes, il faut instaurer des changements de culture à ce niveau-là parce que c'est des prix qui vont augmenter de manière durable. Merci. Est-ce que c'était... Oui, parfait. On en reviendra tantôt au tableau. Julien, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre dans le cadre des budgets pour aider les personnes plus vulnérables? Bien, moi, j'aurais 2 éléments de réponse qui sont complémentaires. Là. Puis, le premier, c'est peut-être pas pour répondre à la poussée soudaine inflationniste qu'on a vécue dans les 2 dernières années, mais c'est plus des mesures qu'on aurait pu
mieux placés pour nous faire face structurellement au coût de la vie, puis les abaisser en comparaison à d'autres juridictions. Évidemment, pour les personnes les plus vulnérables, les aides de dernier recours, on en a fait allusion ce matin, mais c'est indécent qu'il y ait des populations qui ont accès à des prestations qui soient à peine 55 de la mesure du panier de consommation. Pour ce qui est d'un ensemble plus élargi de la population, on ne fait pas souvent le lien avec le coût de la vie, mais je parlerai de l'accès aux services publics. À la CSN, on avait commandé une étude en 2014 qui prenait non seulement en compte les paniers de biens et services qu'on achète de manière privée, ce qui est inclus, par exemple, dans la mesure du panier de consommation, mais on incluait aussi l'effet de la fiscalité pour différents types de ménages et le coût d'accès aux services publics. Puis on comparait Montréal avec des villes du reste du Canada et de d'autres villes aux États-Unis. Puis on se rendait compte que les écarts, oui, on paie plus d'impôts au Québec, surtout si on n'a pas d'enfants et surtout si on est des ménages à revenus élevés, mais pour une grande majorité des ménages, on était regagnant parce qu'il y a des mesures fiscales généreuses auprès des familles, parce que les écarts de coûts d'accès aux services publics en services de garde à l'université, en enseignement supérieur, sont assez élevés. Par rapport aux autres provinces, c'était des écarts de 7 à 8 000 10 000 par rapport à certaines villes aux États-Unis. Puis les coûts d'accès à l'université, c'était 3 000 3 500 à l'époque par rapport aux autres provinces. Donc, la majorité des ménages qui gagnaient en bas de 120 000 quand ils comptabilisaient l'impact de la charge fiscale et de l'accès aux services publics, la majorité des ménages en bas de 120 000 étaient gagnants. Les ménages à revenus plus élevés, évidemment, payaient plus, mais je pense que c'est un modèle social qu'on doit promouvoir. Deuxième élément rapide, puis ça, c'est peut-être plus un champ de réflexion qui est amené pour comment aiguiller nos politiques publiques dans le passé. Mais on parlait d'avarice-inflation, là. Un des domaines d'études en économie du travail qui gagne du terrain présentement, c'est l'effet de la concentration des entreprises et l'effet qu'il n'y ait pas beaucoup de concurrence entre les entreprises. Ça leur donne un pouvoir de négociation qui est autant auprès des consommateurs qu'auprès des travailleurs. Il y a une étude de l'OCDE qui est parue l'an dernier qui disait que le Canada, c'est une des juridictions de l'OCDE où les travailleurs font face à des marchés du travail les plus concentrés, particulièrement en région rurale, et que ça a un effet négatif sur les salaires. Mais on peut penser que ça a aussi, il y a plusieurs économistes qui pensent que ça a aussi un effet où, dans une période de poussée inflationniste, ça facilite le pouvoir de fixation des prix des entreprises de pouvoir s'écarter d'un mode de fixation des prix plus traditionnels, puis ce qui expliquerait peut-être la poussée dans la part des profits qui a été expliquée ce matin, là, que les profits des sociétés ont atteint un sommet à 20 du PIB là, récemment. Là. Alors, je pense qu'il y a un champ d'études à approfondir là-dedans. Merci. Mais, tant qu'à être là-dedans, puisqu'on en a parlé ce matin, on a vu aussi que la part des salaires, disons, comptait moins qu'elle ne le faisait dans le passé en fonction là, de la croissance des profits des entreprises. Est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde sur le marché du travail en ce moment, les travailleurs? Est-ce qu'il y a des inégalités entre les travailleurs qui réussissent à aller obtenir des augmentations à la hauteur de l'inflation et d'autres qui ne sont pas capables d'y arriver? Oui, bien, pour donner un portrait global, premièrement, autant les syndiqués que les non-syndiqués, on a été à peu près une vingtaine de mois consécutifs dans la période inflationniste où le salaire horaire moyen était inférieur à l'inflation, ce qui faisait qu'en moyenne, les travailleurs s'appauvissaient. Et une période de 20 mois comme ça, c'est une des périodes les plus longues d'appauvrissement qu'on a vues dans les 25 dernières années. Fait que là, l'inflation a ralenti, les salaires la croissance des salaires a accéléré, donc le pire de cette situation-là, elle est un peu passée, mais ça laisse des séquelles. Je veux dire, on n'a pas, la plupart des travailleurs n'ont pas récupéré l'argent, l'appauvrissement, on ne l'a pas récupéré. Ce qu'on voit présentement, en tout cas dans nos milieux, c'est vraiment un appétit pour
pour des mobilisations syndicales fortes. On a, dans le secteur privé en tout cas, parce que dans le secteur public, là, ça se joue présentement, mais les règlements salariaux dans le secteur privé sont très élevés. En moyenne, dans les conventions collectives qui ont été signées dans la première moitié de l'année 2022, les augmentations moyennes accordées dans l'année 1 de la convention collective étaient à 7 % dans le secteur privé, donc c'est assez élevé. Puis on voit quand même une accélération de la croissance des salaires et une augmentation aussi du nombre de conflits de travail. Donc, il y a vraiment un appétit de la part des travailleurs et des travailleuses pour se mobiliser puis aller contrer l'effet d'appauvrissement qu'on a observé dans les derniers mois. Merci. Avant de passer à Luc, je vais laisser Pierre-Antoine qui meurt de rebondir là-dessus. J'ai l'impression rapidement. Bien, juste sur l'enjeu des augmentations de salaire, puis il est clair, et c'est une bonne chose, dans le secteur privé, on voit là, des règlements extrêmement intéressants, rattrapage du pouvoir d'achat, on voit ça extrêmement présent, mais ça risque, on est dans une situation où il risque d'avoir un accroissement de l'écart salarial entre les hommes et les femmes, parce qu'on sait que les femmes sont majoritairement dans les secteurs du soin, du care, qui, eux, sont régis, financés par le gouvernement. Donc, on le sait avec les offres actuelles, mais c'est la même chose aussi, tout le secteur communautaire qui dépend directement, mais indirectement en termes organisationnels du gouvernement. On ne voit pas une poussée aussi forte des salaires dans ces secteurs-là. Donc, on voit un clivage encore entre le secteur privé, manufacturier, commerce, où il va y avoir des grosses augmentations, et le secteur des soins, où on va avoir une perte de pouvoir d'achat. Fort pertinent, effectivement, à souligner. Luc, qu'est-ce que vous auriez aimé voir comme mesure dans les budgets? Bien, comme je le disais plus tôt, la baisse d'impôts a été justifiée par le gouvernement sur la base d'un critère, principalement, seulement presque. Et on n'a pas fait appel, disons, à d'autres solutions ou à des alternatives. Une des alternatives qui aurait été intéressante, parce que, bon, évidemment, avec la baisse d'impôts, on baisse les revenus de l'État. Cette baisse de revenus de l'État aurait pu être compensée par d'autres outils, comme l'écofiscalité. On fait peu appel à l'écofiscalité au Québec encore, où, je dirais, on a quand même plusieurs mesures qu'on ne trouverait pas dans d'autres États nord-américains. Quand on se compare à l'Europe, c'est beaucoup moins. Quand on se compare à l'Amérique du Nord, on a quand même plusieurs mesures, mais qui sont de faible niveau. Le meilleur exemple, c'est la redevance sur l'eau qui est symbolique. Elle n'est pas effective, elle est symbolique. Et puis, on gaspille beaucoup d'eau au Québec en contrepartie. La tarification sur l'électricité aussi, on a une tarification parmi les plus basses en Amérique du Nord et on a beaucoup de progrès à faire en termes d'efficacité énergétique. Donc, si on veut avancer sur des objectifs de développement durable, d'environnement, de consommation d'énergie, on aurait pu profiter du moment pour réfléchir à ces questions-là. Je ne dis pas de décréter des hausses de tarifs là, tout de suite comme ça, mais au moins d'y réfléchir, d'avoir des débats publics, à savoir est-ce que ce serait une voie vers laquelle on voudrait aller, baisser les impôts sur le revenu, hausser l'écofiscalité pour stabiliser les revenus de l'État quand même, pour ne pas juste les baisser, et d'avoir des moyens d'intervention différents. Ça, on aurait aimé que cette réflexion-là se fasse là, quand même, en plus des autres sur les fondamentaux, comme le Fonds des générations. Le gouvernement a fait un choix, mais il n'y a pas eu de débat public tellement, alors qu'on arrive vraiment à un moment charnière, là, je pense, quand on prend le contexte historique des lois budgétaires. Bien, je vais vous lancer là-dessus tantôt sur la question de l'écofiscalité parce que j'entends beaucoup les villes revendiquer justement un espace fiscal, un peu un espace en fait pour aller collecter des nouveaux revenus pour déployer son action, notamment en soutien aux individus, aux personnes dans la société. Mais je voulais donner l'occasion à Édith de revenir sur qu'est-ce que vous, Édith, là, vous auriez voulu voir là, dans le budget pour aider vraiment concrètement les personnes avec qui vous travaillez. Là. En fait,
je vais revenir sur un des éléments, sur la question du logement. Donc, on avait au Québec un programme qui fonctionnait, ma foi, quand même bien. Le programme Accès Logis. Les groupes ont demandé, en fait, que ce programme-là continue et finalement, ce ne sera pas le cas. Alors, puis c'est un programme qui permettait justement de bâtir des logements sociaux et communautaires. Donc, et on pense que c'est ça qui aide beaucoup les gens. On a besoin aussi d'argent à court terme parce que c'est là que la crise du logement, elle est. C'est pas dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Le budget, souvent, amenait des mesures qui, on nous disait, bien, ça va être un investissement sur 6 ans. On comprend que dans 6 ans, il va y avoir beaucoup de monde encore là à la rue puis qui vont en avoir arraché là, plus que moins. L'autre élément qui aurait pu être intéressant, puis le gouvernement fédéral a annoncé là, récemment justement la question du programme pour les soins dentaires. Ça, je pense que c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est rafraîchissant, encourageant, parce que c'est un programme qui va permettre justement à une clientèle qui n'allait pas chez le dentiste parce qu'elle n'avait pas les moyens, bien, de pouvoir y aller. Par contre, du côté justement dans cette même lignée-là, du côté de la santé, l'Union des consommateurs, qui est notre fédération des associations de consommateurs, réclame depuis longtemps justement un régime d'assurance médicaments pan-canadien avec la tendance social-démocrate que le gouvernement fédéral n'a pas eu le choix. Donc, ils disent qu'ils vont amener progressivement ce programme-là. Mais ce qu'on aurait aimé dans le dernier budget, justement, c'est d'avoir un calendrier qui nous permettait de voir bien, quand est-ce que ce programme d'assurance médicamenteuse va être instauré en tant que tel. On le promet, mais il n'y a pas de mesure concrète qui a été annoncée au fédéral. Puis je dirais de façon plus globale, ce qui serait intéressant aussi de mettre dans les mesures, on a parlé, entre autres, justement aussi du côté du fédéral, là, il annonce pour 2024 l'automatisation des déclarations de revenus pour les personnes à faible revenu. Donc, ça va faciliter justement pour les gens le fait de faire leur déclaration d'impôt. Bien ça, il y a peut-être cette bonne idée-là pourrait être peut-être amenée aussi pour certaines prestations. Au Québec, on a l'allocation logement. Si les gens ne la demandent pas, bien, ils ne l'ont pas. C'est ça. C'est pour ça que vous dites qu'il faudrait, en automatisant le processus, on va s'assurer que tout le monde qui a droit va le recevoir. Va l'avoir à ce moment-là. Okay. Donc, puis on a eu le plus bel exemple aussi du côté du fédéral, le 500 $ pour l'allocation logement. Les gens avaient, pour la demander jusqu'au 31 mars. Il me semble que ça aurait été facile de dire, bien, on l'automatise. Et les gens qui peuvent la recevoir, bien, sont certains de l'avoir. Parce que souvent, quand les gens viennent nous voir, on se rend compte qu'ils ne vont pas chercher, des fois, ce qu'ils auraient droit à aller chercher parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a tellement de... Puis là, on va dire, bien, tant mieux, ça, beaucoup de programmes. Mais c'est beau d'avoir beaucoup de programmes, mais si les gens ne les connaissent pas, ils ne l'utilisent pas, on n'est pas plus avancé. Là. Rapidement, là, mettons, vous soulevez ça avec un élu et tout. Qu'est-ce qui vous répond pour justifier le fait qu'on ne les donne pas automatiquement? En fait, souvent, ils nous disent qu'il y a de l'information qui nous manque. Par exemple, si on prend l'allocation logement, le gouvernement détient l'information sur les revenus, mais il ne détient pas nécessairement l'information sur le type de logement ou comment la personne paye, par exemple, d'électricité, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est des éléments qu'il faudra aller chercher, mais je me dis, si on est capable de le faire pour certaines prestations, puis on disait ce matin, je pense qu'il faut penser autrement. Bien, ça, c'est une façon de le faire à ce moment-là. Poursuivons dans cette vague de penser autrement et élargissons la discussion en quelques minutes à tour de rôle, messieurs, au bout. Quelles seraient, dans le fond, vos idées ou ce à quoi il faut continuer à penser dans les prochaines années là, pour soit développer positivement, soit faire attention et bien se protéger par rapport aux nouveaux risques qui vont se développer? Julien? Bien, les nouveaux risques, comme j'en ai nommé un tantôt, un champ de réflexion qu'il va falloir poursuivre, c'est-à-dire la concentration des entreprises. L'autre élément, c'est que,
bon, Pierre-Antoine en a parlé un peu. On a des risques de récession, on a des risques de ralentissement. On a vu qu'il y avait certaines fragilités dans le secteur financier. Ce qui est vraiment bizarre présentement, c'est que le marché du travail se porte vraiment bien. Un taux de chômage très bas, mais l'activité économique, elle, la demande dans le circuit économique n'est pas tant au rendez-vous. En 2022, on aurait eu une récession, n'eût été du fait que, même si les entreprises n'avaient pas une demande devant eux, ils ont décidé de reconstituer leur stock, ce qui faisait écho là, au problème de chaîne d'approvisionnement et tout ça. Mais n'empêche, si on avait juste comptabilisé la demande, on aurait vécu une récession en 2022. Donc, on ne peut pas dire que l'activité économique est super étincelante. Et à un moment donné, cette dichotomie-là entre un marché du travail qui va super bien puis une activité économique qui va moins bien, ça ne peut pas durer. Puis je pense qu'il va y avoir des œufs cassés quelque part. Puis évidemment, on ne retombera pas à 12-14 % de taux de chômage, mais on pourrait voir le taux de chômage augmenter. Puis on n'a toujours pas un régime d'assurance-emploi qui est digne de ce nom présentement au Québec. C'est un autre des rendez-vous manqués qu'on a eu dans le dernier budget fédéral. Merci. C'est des éléments qu'il faut mettre dans la marmite. Luc? J'aime l'expression rendez-vous manqué. Peut-être qu'il faudrait dire rendez-vous reporté. Il faudrait l'espérer, en tout cas. Je reviens encore avec cette question-là de dire on arrive à un moment charnière dans une perspective historique avec les 2 lois budgétaires où on avait atteint des cibles d'endettement. Puis ce serait vraiment le moment de prendre un temps d'arrêt et on ne l'a pas fait. On est allé vers une solution. On est allé vers une voie, mais on n'a pas considéré des alternatives. Et peut-être, en tout cas, je ne veux pas utiliser trop des grands mots, mais on entre quand même dans une nouvelle ère avec la transition climatique, la transition numérique et tout ça. Ce serait le bon moment là, de prendre un temps d'arrêt pour dire nos finances publiques, nos interventions, comment on consolide ça, comment on regarde ça, non pas pour le prochain budget, mais pour la prochaine décennie, les 2-3 prochaines décennies même. Et entre autres, penser à des solutions qu'on n'évoque pas suffisamment. L'éco-fiscalité, j'en parle, peut-être c'est plus dans mon champ d'expertise, mais il y a d'autres solutions aussi auxquelles on ne pense pas. C'est un peu méconnu, mais le gouvernement du Québec émet des obligations, évidemment, comme tous les gouvernements, des titres de dette. Mais dans cette catégorie-là, il y a des obligations vertes. Et les obligations vertes, pour avoir l'étiquette d'obligation verte, il faut vraiment suivre un protocole. Et ça sert à financer des mesures de transition. Le gouvernement du Québec, présentement, utilise ces obligations vertes strictement pour les grands projets de transport collectif, de métro, pas de 3e lien, mais je pense de tramway. En tout cas, je vais faire attention à ce que je dis. Attention. Mais en tout cas, ils sont utilisés strictement pour ça. Les obligations vertes ne sont pas utilisées présentement pour financer ce qu'on pourrait appeler des infrastructures vertes. Alors, le verdissement de certains quartiers ou l'aménagement de certains quartiers pour atténuer les effets des îlots de chaleur qui affectent principalement les ménages à plus faible revenu. Il faudrait réfléchir à ces nouvelles solutions-là qui existent, là, c'est pour moi qui les invente en parlant, mais qui ne sont pas suffisamment évoquées encore. Merci. Pierre-Antoine? Bien, je vais avoir une réponse un peu plate, mais en fait, bonne nouvelle, l'inflation s'en va. Donc, si on regarde les 6 derniers mois, même les 8 derniers mois, l'inflation s'est stabilisée autour de 2 %. Donc, on peut penser que la crise de l'inflation est finie. Mais en fait, on est ici aujourd'hui pour parler d'inflation, mais c'est juste un prétexte pour parler d'inégalité puis de parler de pauvreté. Donc, peu importe la prochaine crise qui nous attend, on le sait que c'est les personnes les plus pauvres qui vont avoir le plus d'impact, qui vont subir les plus gros contre-coups. Donc, je pense qu'il faut continuer à réfléchir nos politiques publiques, continuer à réfléchir nos mouvements sociaux, nos luttes et nos demandes avec ces personnes-là comme point focal et comme ceux qu'on met de l'avant en premier. Donc, je pense qu'il faut continuer à travailler sur les inégalités, travailler sur la pauvreté. Pour ce qui est de l'écofiscalité, là, on va se chicaner un petit peu. Oui et non, au sens où, par exemple, Hydro-Québec, tu as raison, Hydro-Québec, qu'on devrait, si on met les tarifs trop bas, ça encourage les gens à gaspiller l'utilisation d'électricité. Mais on en a parlé ce matin. Qui sont ceux qui gaspillent
les ressources, c'est beaucoup moins les personnes en bas de l'échelle, c'est plus les gens qui sont tout en haut. Mais est-ce qu'on pourrait prévoir des tarifs d'hydroélectricité qui sont à palier, hein, qui ait un tarif vraiment bas, accessible, parce que c'est un service essentiel, là, l'électricité, chauffer notre maison, ouvrir nos lumières. Donc, il y a un tarif de base pour une consommation de base et qu'une fois que je dépasse cette consommation de base-là, je décide d'avoir un spa dans ma cour au mois de janvier, bien là, je paye un tarif qui est, disons, dissuasif. Donc, je pense de prévoir des tarifs à 2 paliers ou même à 3 paliers, comme on le voit pour l'impôt, ce serait une façon de faire. Mais il faut faire attention parce que des fois, l'écofiscalité, elle est d'apparat parce que pour changer les comportements, il faut que ça fasse mal. Donc, le gouvernement préfère mettre des mesures d'écofiscalité qui ne font pas trop mal, donc qui ne sont pas vraiment efficaces. Mais il faut que ça fasse mal aux bonnes personnes. Et le souci d'équité, parce que les tarifs d'hydroélectricité, ce n'est pas comme l'impôt, c'est difficile d'être progressif. Donc, tout le monde en paye, c'est un besoin de base. Donc, il faut vraiment avoir la conception d'écofiscalité, oui, mais avec un point de vue de préserver l'équité aussi, ce que je suis sûr que vous avez aussi. Merci beaucoup. On a déjà complété l'heure. J'espère que vous ne vous êtes pas trop endormis à cause du repas. Maintenant, c'est à votre tour, en fait, de prendre la parole. Fait que oui, une bonne main d'applaudissements. Donc, on n'a pas parlé, par exemple, des finances à d'autres paliers, au palier municipal, par exemple, parce qu'évidemment, on n'a pas de saison des budgets tant que ça. Mais on pourrait aborder les enjeux de façon plus globale. Qui seront les plus énergiques à se rendre, à se précipiter au micro? Bon, bien, imaginons, alors, je vais vous relancer. Oui? Ah bon. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Je vous ai dit, je magasine. Voilà. Je magasine. Mais merci pour une fois que l'économie n'est pas plate, là. Parce que des fois, ce n'est pas évident de parler de budget. On n'est pas tous très bons en économie. Mais le budget, il me semble, corrigez-moi si je me trompe, mes cours d'économie sont loin. Est-ce que c'est une mesure conjoncturelle ou une mesure structurelle? Je vais poser ma question après. Rapidement, en un mot. Ben, c'est les deux. C'est les deux. C'est que il y a des défis conjoncturels. Donc, l'inflation, bon, on a vécu une conjoncture où on a vécu une poussée inflationniste. Mais la politique budgétaire, il faut que ça s'intéresse à la macroéconomie. C'est le rôle de l'État de dire s'il y a une carence dans la demande, bien pour soutenir l'économie, il faut être prêt à faire des déficits. On l'a vu pendant la crise de 2008-2009 et les années qui en ont suivi. On l'a vécu pendant la pandémie. Évidemment, le risque après ça, c'est de faire des resserrements budgétaires trop rapides, comme on a vécu au début du mandat Couillard, là, mais pas seulement lui, mais c'était particulièrement vif à cette époque-là. Là, je pense qu'on avait une question qui allait ça, suivre. Là. Excusez-moi, tu m'as donné la parole bien trop vite. Je pensais que c'était ça la question. Non, c'était ça, parce que la question qui suivait, l'une de mes questions, c'est de savoir à quelle politique structurelle on doit combiner le budget pour que les mesures gouvernementales soient à la hauteur. Parce que le budget n'est pas désincarné. En fait, il y a un ensemble d'outils avec lesquels on associe le budget pour que en fait, les mesures annoncées dans le budget soient efficaces et s'adressent ou, en tout cas, donnent les résultats les plus efficaces. Mon autre remarque, c'est, je pense, comment il s'appelle, Julien qui le disait, comment faire pour casser les monopoles? Parce que tu parlais il y a une concentration. Moi, ce que j'ai remarqué au Canada, moi, j'ai un parcours en France, au Sénégal, etc. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monopoles. Et ces monopoles-là pèsent, en fait, sur le mécanisme de hausse des prix, sur l'inflation. On sait qu'en économie, quand peu d'entreprises détiennent quasiment toute l'offre, en fait, elles ont un grand impact sur les prix. Et c'est ce qui se passe au Canada. Donc, il y a les politiques de réglementation aussi doivent accompagner en fait les politiques budgétaires pour que ça donne les résultats les plus efficaces. Une chose que je regrette dans ce panel-là, on parle beaucoup de fiscalité. Il y a des personnes défiscalisées, je vais appeler. Il y a des personnes qui ne font pas de déclaration de revenus, qui sont isolées,
qui sont très vulnérables, qui sont recluses un peu dans la société. Et dans les mesures qu'on annonce souvent, elles ne sont jamais inscrites. Edith en a parlé un peu du non-recours. Le non-recours est très élevé. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait de déclaration de revenus depuis qu'elles ont le droit d'en faire. Comment devra-t-on faire pour que ces gens-là puissent avoir accès en fait, à un minimum d'aide? Comment faire pour que en fait, les budgets soient plus inclusifs, donc plus élargis? Merci. Merci. De petites questions. Bravo. Oui, bravo pour votre intervention. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Parce que sinon, j'ai l'impression qu'on va passer beaucoup de temps à répondre. Oui, Marc? Oui. Monsieur Basile, vous l'avez évoqué quand vous avez dit que une bonne partie de la stratégie qui vise à réduire les impôts est associée au paradigme. Vous parliez des autres provinces, mais essentiellement, dans ce qu'on entend dans la bouche des politiciens, l'Ontario. Moi, c'est drôle, dans l'espace public, j'entends pas qu'on a un risque d'exode au Québec massif de citoyennes et citoyens qui disent « Mon Dieu, qu'on vit mal au Québec, puis qu'on va aller vivre en Ontario parce qu'ils vivent tellement mieux que nous. » Et pourtant, c'est systématiquement l'argument qui est évoqué par M. Legault, par M. Fitzgibbon, par M. Girard. Bon, à la limite, on peut leur payer un billet aller sans retour pour aller vivre en Ontario pendant un certain nombre d'années puis nous laisser tranquilles avec ça. Mais au-delà du cabotinage, j'aimerais entendre la bouche d'économistes. C'est quoi cette obsession avec le modèle ontarien par rapport à nous au Québec? Moi, c'est drôle, j'ai encore l'impression qu'on est quand même dans une société plus redistributrice au Québec. Puis ça correspond à un projet de société qui est tout à fait valable par rapport à ce qui se vit ailleurs au Canada. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, là, il peut y avoir d'autres interventions, mais j'aurais aimé ça que... Oui, vous y reviendrez. Madame, au micro. Oui, bonjour, Julie Bellavance, je suis organisatrice communautaire. Donc, ma question concerne, en fait, on a beaucoup parlé de mesures de soutien individuel ou de certains programmes également, mais qu'en est-il du financement des organismes communautaires? Donc, le financement des organismes communautaires, évidemment, je pense que tout le monde est assez sensibilisé sur la question, hein, qui est un maillon essentiel de notre filet social et qui, justement, viennent en aide aux populations plus démunies, mais qui vivent également aussi les contre-coups de l'inflation, ne serait-ce que par l'augmentation des besoins, l'augmentation des demandes, mais également sur leur coût de fonctionnement. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'y jeter un œil? Est-ce que pour vous, ça vous semble... Bien, je me doute de la réponse, mais je vais quand même vous la poser. Est-ce que vous, les investissements vous semblent suffisants? Est-ce qu'on peut en faire plus? Si oui, quelle est votre perception sur le sujet? Bien, il n'y a pas de personne au micro. Je laisserai peut-être Edith commencer par cette dernière question-là, et puis je vous passe la parole pour les autres. Bon, là, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais oui, je vais prêcher pour ma paroisse. Effectivement, il y a eu des investissements là, dans le dernier budget provincial. Là, on parle de 36 000 pour le financement des organismes communautaires. Dans les dernières années, puis je parle aussi pour mon organisme, là, Espace Finance, on a vu, nous, on est rattaché au secrétariat à l'Action communautaire autonome comme organisme de défense des droits. Fait qu'on a vu des financements qui ont été augmentés, mais qui ne l'avaient pas été augmentés depuis 10 ans. Fait qu'on comprendra que si on nous augmente d'un certain montant, on rattrape bien des années qu'on n'a pas eu d'augmentation. Et c'est pour ça que ce que les organismes demandaient, entre autres là, dans les dépôts prébudgétaires, un rehaussement justement des subventions aux organismes communautaires. Et notamment aussi l'indexation de nos subventions, parce que nous aussi, comme vous l'avez dit, on subit la hausse des coûts. Et le défi qu'on va avoir dans les prochaines années, c'est d'être capable de suffire à la demande, parce que s'il y a des groupes communautaires dans la salle, tous vont nous dire qu'il y a une augmentation des demandes. On a juste à voir les fils dans les banques alimentaires. Chez nous aussi, on voit donc des augmentations.
Donc, fait que ça, c'était et ce sera encore une revendication des groupes communautaires, un rehaussement, mais aussi une indexation pleine et entière. En 2019, le gouvernement nous a offert 1 % d'augmentation de nos subventions, d'indexation, c'est-à-dire, et ces indexations-là n'étaient pas garanties. Et les organismes en défense des droits comme les nôtres n'ont toujours pas, alors qu'on se parle de la convention, on attend encore les conventions. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans nos conventions. Alors, c'est un élément, je pense, important. Et surtout qu'on sait que le gouvernement s'appuie sur les groupes. On a, depuis un certain nombre d'années, gagné en reconnaissance. Mais ce qu'on s'aperçoit, finalement, c'est que la reconnaissance financière n'a pas suivi comme il faudrait qu'elle suive, en fait. Là. Effectivement. Luc, vous aviez l'air de vouloir réagir tout à l'heure et je pense que là, vous pouvez comme entamer une réponse à l'ensemble des autres questions qui ont été posées, puis nos collègues vous compléteront aussi. Oui. Bien, je m'excuse, je n'ai pas retenu votre nom, mais j'ai été interpellé beaucoup par votre question parce que ça m'intéresse beaucoup. 2-3 choses à dire là-dessus. Premièrement, la comparaison avec l'Ontario, quand on regarde les documents budgétaires, bon, la baisse d'impôts a été justifiée par toutes sortes de raisons au fil des derniers mois, mais quand on s'est penché vraiment sur les documents budgétaires, là, la source officielle, c'était vraiment la moyenne des provinces canadiennes, donc ce n'était pas seulement l'Ontario, la moyenne des provinces canadiennes en termes de taux d'imposition. Alors, c'était la raison donnée plus particulièrement dans les documents budgétaires. La comparaison avec l'Ontario, elle est davantage par rapport à ce qu'on appelle le niveau de vie, qui est le ratio PIB par habitant. Alors, c'est ça, la marotte là, du gouvernement, de joindre cette donnée-là, le PIB par habitant en Ontario, qu'on atteigne ce niveau-là au Québec. Sauf que, de plus en plus, cette mesure-là du PIB par habitant devient un indicateur économique à ne pas exclure, mais qui doit baisser en importance. De plus en plus, on parle du phénomène, excusez, je vais le dire en anglais, mais le Beyond GDP, donc d'aller au-delà de cette mesure-là très classique et de considérer davantage des mesures qui vont tenir compte. Parce qu'au départ, le PIB par habitant, c'est une mesure qui a ses défaillances, qui a ses faiblesses, puis que ça ne tient pas compte de plusieurs autres éléments. Puis un exemple très concret de ça. On a le plan d'économie verte au Québec qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 37 % d'ici 2030. En parallèle, on a un document qui a été publié à peu près attendez un peu, je ne sais pas en tout cas, qui a été publié pas plus qu'1 an après le plan d'économie verte, qui s'appelait la Vision économique du Québec. C'était la vision économique du gouvernement actuel. Les deux politiques vont à contresens. Parce qu'on dit qu'on veut atteindre une croissance économique pour égaler le PIB par habitant de l'Ontario, d'un côté. Et de l'autre côté, on a le plan d'économie verte. Et on avait fait des évaluations à l'Institut du Québec pour voir comment ça pourrait se faire les deux. Et il faudrait vraiment avoir une transformation de l'économie très nette. Alors, on n'a pas des politiques intégrées où on va avoir plusieurs indicateurs. Donc, dans une politique économique, d'avoir des indicateurs environnementaux et sociaux, et en contrepartie aussi d'avoir des politiques environnementales qui ont aussi des indicateurs économiques. Alors, tout ça, c'est encore trop en vase clos. Et, pour répondre plus précisément à votre question, si on avait des politiques qui intègrent plus ces indicateurs-là, probablement que là, on serait un peu moins... On aurait moins une fixation sur cette comparaison-là, Québec-Ontario. Moi, j'aimerais, par exemple, par rapport à la compétitivité des entreprises, qu'on puisse comparer le Québec aux États du Nord-Est américain aussi. De toujours se limiter à l'Ontario, c'est un bon comparable. C'est un bon comparable parce qu'il y a beaucoup de similarités. Mais de toujours se restreindre à ça, il y a certains dangers. Ouais. Merci. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre au micro. On va ajouter votre question au lot. Merci beaucoup. Au niveau des tarifs d'hydroélectricité, parce qu'on en avait parlé un petit peu, nous, c'est sûr que chez Union des consommateurs, c'est un dossier qu'on suit beaucoup. Peut-être 2 éléments de réflexion que je voulais lancer au panel. Le premier, c'est
est-ce que vous ne craignez pas que si, par exemple, on va vers une augmentation des tarifs généralisés, ça va avoir comme effet de créer un peu, par exemple, l'idée selon laquelle, ben moi, je peux me permettre l'augmentation de tarifs, donc je ne changerai pas mes habitudes personnellement, donc je vais me garder mon spa, tout ça, versus, admettons, celui ou celle qui peut pas se permettre l'augmentation, mais qui va quand même vivre les contre-coups, donc ce qui n'aurait peut-être pas une place à modulation. Puis, le deuxième élément, nous, c'est sûr que le fait que l'augmentation des tarifs ait été sortie de la compétence de la Régie de l'énergie, ça nous a amené à se poser des questions. Pour information, là, ça a été lié à l'inflation il y a quelques années. Là, on l'a plafonné un petit peu plus bas pour des raisons évidentes. Est-ce que de ramener l'augmentation des tarifs vers la Régie, ce ne serait pas une bonne idée justement pour essayer de diminuer l'impact sur les ménages? Effectivement, il y a un enjeu, en augmentant les tarifs, est-ce que les personnes vont pouvoir faire les changements? Et je prends l'exemple dans le logement, je suis un méchant propriétaire. Moi, si je décide de ne pas investir dans l'efficacité énergétique des appartements en haut de chez nous, c'est mes locataires qui payent l'électricité. Eux autres n'ont pas la capacité de changer leurs fenêtres, n'ont pas la capacité de changer l'isolation de leur maison sans me consulter. Donc, le choix de l'efficacité énergétique, ce n'est pas nécessairement les personnes qui payent les tarifs qui peuvent le faire. Et moins on a d'argent, moins on a les moyens. Fait que ça prend des programmes de subvention, ça prend des normes de construction qui sont à ce niveau-là. Donc oui, cet enjeu-là est important. Pour répondre à la question philosophique sur structurel ou conjoncturel, ça me ramène à vieux cours d'économie politique. Il faut comprendre que le Québec, et quand le gouvernement, dans sa grande logique d'économie politique mondiale, on est une petite économie ouverte. Donc, on a un enjeu de compétition internationale. Et quelle est la stratégie du Québec? Ce n'est pas la stratégie allemande ou scandinave là, de faire de la qualité. On est encore une économie de bas prix. Donc, la stratégie du gouvernement, son objectif, c'est de faire de la compétitivité internationale par les prix, ce qui veut dire réduction des coûts sociaux, réduction des coûts fiscaux, réduction des coûts salariaux, une pression à la baisse là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça entraîne le corollaire et c'est un objectif affirmé par le gouvernement. Il veut réduire ou contenir la taille de l'État. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est difficile de couper dans les services. Les gens les aiment, les services. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On coupe dans son financement, ce qui fait qu'éventuellement, on n'aura pas le choix de couper dans nos services parce qu'on n'aura pas les moyens, ou on fait comme en santé, on coupe, on s'arrange pour que le système déraille, les gens ils perdent l'attachement au service public et soudainement, le privé devient un peu plus intéressant. Donc, à ce niveau-là, le conjoncturel et le structurel, on voit que la logique structurelle du gouvernement, elle s'applique et la décision de baisser les impôts, c'est dans cette logique-là à long terme. Julien? Oui, bien, je vais y aller sur la question là, du camarade du comité consultatif, là, sur comment on fait pour casser les monopoles. C'est sûr que, bon, du point de vue de la concurrence, je pense qu'il faut faire attention quand il y a des projets de fusion et tout ça, d'entreprise, je parle. Mais en même temps, il y a un problème mondial parce que c'est des entreprises mondialisées dans la plupart des secteurs. Puis c'est probablement pas le Canada qui va avoir le plus grand mot à dire sur le futur de Google et Facebook, par exemple, dans le domaine des technologies numériques. Il faut quand même que ça soit un débat qui soit posé à l'échelle internationale. Cela dit, nos leviers plus de proximité au Québec et au Canada, pour contrer cet effet-là, je pense que ça passe par la réglementation. La réglementation sur le marché du travail, par exemple, le salaire minimum, il y a des études, puis là, il y a des tas d'études sur le salaire minimum qui se contredisent les unes des autres, mais il y en a qui disent que la raison pour laquelle l'effet sur les pertes d'emploi n'est pas observé quand il y a une augmentation du salaire minimum, c'est justement parce que les entreprises ont tellement un gros pouvoir qu'ils fixent des salaires qui sont en bas du marché, parce qu'ils ont le pouvoir de marché. Alors, le salaire minimum, c'est une réglementation. Mais on peut avoir des réglementations sectorielles, comme présentement, il y a un débat au fédéral avec le projet de loi C-18 pour rééquilibrer le pouvoir de négociation entre les GAFAM, les géants du numérique, et les entreprises de presse. Donc, ça peut être des réglementations sectorielles, ça peut être des réglementations pour renforcer le pouvoir des consommateurs, renforcer le pouvoir des travailleurs, rééquilibrer des défaillances. Donc, ça peut être plusieurs types de réglementations. Merci. Geneviève? Oui, on va les relancer avant la fin. Dernière série.
Je n'ai pas oublié. Oui, merci. J'ai 2 commentaires. D'habitude, c'est les messieurs qui font ça au micro, d'ailleurs, mais là... Donc, parce qu'on a parlé avec Édith, merci d'être là, d'ailleurs. Nous, on est vraiment, c'est ça, à Union des consommateurs, dans l'histoire du vrai monde. Là. Des fois, on part un petit peu brainy dans tout ça, puis c'est important aussi, mais je voulais parler de 2 dossiers qu'on surveille à Union, puis sur lesquels on fait beaucoup de représentations. Puis je vous invite évidemment à réagir si vous voulez réagir. Mais le premier dossier, c'est la question du budget de la justice au Québec. Donc, on n'en a pas parlé, mais nous, les consommateurs, là où ça se passe, la défense de droit, c'est aux petites créances. Les petites créances, les délais ont explosé dans les 6 derniers mois, partout, mais dans la dernière année, en fait, là, partout au Québec. Puis là, il y a eu la PL8 qui est arrivée, donc le projet de loi qui donne plus d'accès à la médiation et à l'arbitrage. Puis nous, ce qu'on dit, c'est bien plus de médiation, plus d'arbitrage, mais ça fait que les gens ils vont faire plus de compromis sur leurs droits, puis ils ne vont pas nécessairement avoir plus accès à la justice. Donc, nous, on demande une augmentation des budgets en justice, puis particulièrement au niveau des petites créances. Fait que c'est un des trucs qu'on doit surveiller au niveau de la défense de droit. L'autre chose qu'on doit surveiller, c'est au fédéral, c'est l'abaissement du taux criminel. Le taux de comment on dit ça? Le prêt criminel? Usurier. Prêt usurier. En tout cas, donc, les gens ils ont de la misère, ils sont endettés. Alors, ils vont contracter des petits prêts. Puis, on peut encore faire des prêts sur salaire. Puis, on n'en revient pas qu'au Québec, on puisse encore faire ça. Et les prêts sur salaire ne sont pas soumis à cette loi-là du prêt usurier criminel. Donc, ce qu'on demande au fédéral, puis le budget aurait été un beau moment pour le faire, c'est de sortir les salaires, en fait, de rentrer les prêts sur salaire dans cette loi-là, et évidemment d'abaisser les prêts, parce que l'abaissement qui a été proposé, il y en a eu un qui a été proposé, on ne le considère pas encore suffisant. Fait que c'est nos 2 dossiers qui sont vraiment, ils s'en vont impacter le vrai monde dans leur endettement, mais qu'on ne veut pas les lâcher. Puis si vous avez des commentaires, vous êtes bienvenus. Merci. Donc, je rappelle, il y a ces 2 questions-là. Il y a la question de la défiscalisation, les personnes défiscalisées. Puis, si jamais vous le sentez, peut-être des petites réflexions sur comment on revend l'idée d'un cercle vertueux, un peu, qu'on revient à une idée où, dans le fond, tu sais, ça avait été évoqué plus tôt ce matin où on s'était rendu compte que l'argent investi pendant la COVID avait finalement généré plus d'impact positif. Donc, comment est-ce qu'on réussit à revendre puis à réimaginer une vision comme ça de l'économie là, dans le contexte actuel? Fait que, 2 minutes max chaque. Je profiterai de la dernière intervention pour faire une pierre 2 coups sur la défiscalisation, l'accès à la justice. C'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, on en a parlé, de plus en plus de nos droits sociaux, que ce soit le crédit de solidarité, que ce soit les allocations familiales, tout ça est fiscalisé. Fait que si tu ne remplis pas ton rapport d'impôt ou si tu le remplis tout croche, tu n'as pas ces éléments-là. Et le problème, c'est comment faire valoir tes droits face à des fonctionnaires de l'Agence du revenu. C'est extrêmement difficile. Donc, l'accès à la justice est aussi à cet aspect-là où, effectivement, là, tu judiciarises assez rapidement ton dossier. Donc, il y a un enjeu là-dessus. Le rapport d'impôt devient un terrain de combat social. Alors, je pense que là, ça va toucher aussi au financement des groupes communautaires. Bien là, c'est parce que on a besoin d'avoir des moyens pour accompagner les gens à travers ces requêtes-là. Donc, il faut augmenter le financement des groupes communautaires et leur financement à la mission de base et pas juste au projet. Merci. Luc? Je reviendrai un peu avec la perspective historique, mais pour mieux voir l'avenir, justement. C'est ça, on est vraiment à une étape où c'est le bon moment pour prendre un pas de recul puis vous projeter, non pas pour la prochaine année ou la période inflationniste dans laquelle on est, mais de projeter vraiment pour plusieurs décennies dans l'avenir, parce que les enjeux qui nous préoccupent, évidemment, l'équité intergénérationnelle, la transition et tout ça, ça va se produire sur les décennies à venir. Et je pense, en tout cas, c'est une opinion personnelle, je vais l'exprimer ici, mais premièrement, la pandémie, la vague inflationniste que suivit, tout ça sont des événements que, plusieurs d'entre nous vont vivre une fois dans leur vie, là, peut-être. En tout cas, On croise les doigts. Oui, on croise les doigts.
je veux dire, l'autre vague inflationniste aussi forte, moi, je m'en rappelle à peine, puis je ne suis pas né de la dernière pluie, mais je veux dire, j'étais petit garçon. C'est pour dire que ça arrive une ou deux fois dans notre vie. Et j'ai l'impression que nos politiques publiques réagissent beaucoup sur le moment. Et on ne prend pas de recul nécessaire qu'on devrait prendre. Et moi, si j'avais un appel à faire, ce serait celui-là, d'avoir une perspective historique et de voir à plus long terme que le prochain budget pour une moyenne par rapport à une référence qui est très de court terme. Merci. Julien? Ouais, tu as posé une grande question, Nathalie, là, qui n'est pas simple. As-tu un autre panel? Non. Il y en a un autre après. Non, mais plus sérieusement, tu sais, je pense qu'on est beaucoup de gens des mouvements sociaux là, dans la salle. Je pense qu'il faut saisir les opportunités de convergence des luttes. Tu sais, on a étalé un ensemble assez élargi de propositions qui représentent des réalités particulières d'un ensemble de groupes et tout ça. On a tous une volonté de se mobiliser. On a tous une capacité de proposer des choses de manière intelligente. Alors, tu sais, il n'y a pas de miracle là-dedans. Puis de toute façon, on n'est pas là dans une assemblée de mouvement social non plus. C'est une journée d'études. Mais il faut, si on veut créer le cercle vertueux dont tu parles, je pense qu'il faut saisir les opportunités de convergence des luttes qui s'offrent devant nous. Très bien. Édith, le mot de la fin. Bien, moi, je dirais, faut continuer à s'insurger de tout ce qu'on voit là, d'inégalité sociale. Moi, je me dis, on est au Québec. J'ai de la misère à concevoir qu'il y a des enfants qui s'en vont à l'école, qui n'ont pas mangé le matin. Puis en plus, ils amènent une boîte à lunch, souvent qu'il n'y a rien dedans. Qu'il y a des locataires qui sont obligés, finalement, de louer un logement qui est insalubre parce qu'il n'y en a pas d'autres, puis qu'ils n'ont pas d'argent pour aller vers autre chose. Des jeunes salariés aussi, tu sais, on a parlé beaucoup, justement, des classes plus démunies, puis souvent, dans ce temps-là, on pense aux personnes à l'aide sociale, mais il y a de plus en plus de travailleurs aussi qui fréquentent les banques alimentaires, qui viennent nous voir aussi parce qu'ils vivent toutes sortes de problèmes budgétaires. Donc, moi, je pense que c'est là-dessus, c'est ces visages-là humains qu'il faut garder en tête, puis voir comment, justement, nos politiques gouvernementales peuvent améliorer le sort de ces gens-là. La coalition Main Rouge a développé, il y a plusieurs années, des mesures, justement, des idées pour aller chercher de l'argent dans les... on dit souvent dans les poches des plus riches, là, mais c'est une... je pense qu'il faut retourner à ces mesures-là. La base de nos programmes et de nos impôts, c'est la fiscalité. Bien, on aurait peut-être besoin, justement, d'un bon ménage de la fiscalité. Et puis, c'est peut-être ça, finalement, qui ferait en sorte qu'on en arriverait à à être plus progressif dans notre aide là, aux différentes familles. Merci beaucoup. Une bonne main d'applaudissements pour nos invités. Merci. Donc, je vous invite tous à une pause bien méritée. Alors, on reprend à 15h20. Merci beaucoup.